Donc, merci à Patrick et à la communauté de nous accueillir. Donc, on va vous proposer avec Morgane, qui va se présenter tout de suite après, un Rex sur effectivement ce que le Modern Workplace a pu apporter en ces temps un petit peu compliqués, alors, propres au télétravail, mais aussi très liés à la situation Covid qu'on vient de traverser. Hop, Morgane. Alors bonjour à tous, du coup je m'appelle Morgane Guéraud et je suis consultante du coup en change management donc pour la société Metis. Et voilà, donc je vais vous présenter et faire mon retour d'expérience en termes donc de côté fonctionnel sur la partie Modern Workplace, notamment sur tout ce qui va être outil Teams, qui est beaucoup mis en avant ces derniers temps. Et on verra ensemble tout ça. Et du coup, je vais laisser la parole à Hervé, pour ne pas trop en dire. Donc Hervé Thibault, j'officie à la direction technique de Medsys et j'appartiens au programme Microsoft Regional Director où j'ai eu la joie de participer avec Patrick. Donc pour rentrer, hop, alors là, je suis revenu en arrière, pour rentrer dans le vif du sujet et lever le voile sur la suite. Ça, voilà, c'est les jolis effets de PowerPoint, ça fait toujours son effet. Donc, rentrer dans le vif du sujet, si on repart des promesses du Modern Workplace et pourquoi ça collait bien avec la situation qu'on a connue. Donc, en une phrase et découpé en plusieurs parties. Donc, le premier sujet, travailler. Donc, travailler, ça veut dire quoi? Travailler, ça veut dire collaborer et puis aussi travailler à titre plus individuel sur un certain nombre d'applications. Ensuite, travailler de partout. Partout, ça tombe bien, parce qu'une des situations qu'on a connues, effectivement, c'est le confinement et donc le fait d'avoir à travailler en dehors des frontières habituelles qui était le travail au bureau. Travailler de partout depuis n'importe quel device. Donc ça aussi, c'est un sujet. De plus en plus, on est amené, longtemps, ça a été le PC ou le Mac. De plus en plus, le device de type tablette ou smartphone. Et avec même la situation qu'on a connue, c'est même plus que forcément un device d'entreprise, parce que le smartphone ou la tablette pouvait être un device fourni par l'entreprise, donc potentiellement le device personnel. Travailler de partout depuis n'importe quel device sans sacrifier la sécurité, c'est aussi un des sujets qu'on mettra rapidement en avant dans la suite du document. Donc là, juste très rapidement, moi j'intervenais beaucoup j'interviens toujours pour un certain nombre de grands comptes sur des trajectoires, des schémas directeurs, des plans projets, comme on veut l'appeler, que ce soit sur des trajectoires très techniques Windows ou sur vraiment des trajectoires vers le Modern Workplace. Et voilà comme on avait l'habitude de traiter le sujet, de regarder un peu d'où on part, où est-ce qu'on veut aller, de voir comment transformer un certain nombre de technologies. Alors là, c'est vraiment l'aspect technologique, il n'y a pas l'aspect collaboratif, c'est plus Morgane qui en parlera après. Mais on déclinait un certain nombre de choses en disant voilà ce qu'il faut mettre en telle étape, voilà les sujets auxquels il faut faire attention, notamment la partie application sur laquelle on reviendra à la fin. Et puis, l'étape d'après, c'était de positionner ça dans une roadmap, un plan projet, et de dire en général, ça prenait 2-3 ans pour aboutir à la cible, parce qu'il n'y avait pas forcément d'urgence et parce qu'on considérait qu'il y a des temps qui étaient impossibles à réduire. Morgane, si tu veux nous en dire un petit peu, Ouais. les Alors, obstacles qu'on rencontrait. Alors majoritairement, les obstacles qu'on va rencontrer, ça va être de la résistance au changement. Donc, ça va être à la fois donc de la peur du changement, aussi la multitude des outils qui vont apparaître. On va avoir aussi la persistance des CEO organisationnels, plutôt que d'avoir vraiment quelque chose qui va être plus collaboratif, quelque chose qui va plus être tourné vers vraiment le côté ensemble du travail, donc tout ce qui va engendrer aussi open space et compagnie. On va avoir les problématiques aussi supposées de sécurité et de conformité qui vont être très importants et qui vont varier aussi en fonction des secteurs d'activité. La maturité digitale des entreprises, parce qu'on peut avoir des entreprises issues du secteur privé comme du secteur public qui vont être plus ou moins matures là-dessus. On va y en avoir qui vont avoir pas du tout, par exemple, de système juste de communication instantanée, alors que d'autres vont déjà être très avancés dessus. Et on va avoir également la disparité des compétences entre les utilisateurs. Donc là, ça va être soit l'appétence technologique, soit d'autres compétences qui peuvent rentrer en jeu. Et puis vint la Covid, apparemment c'est là qu'on dit, mais effectivement, ça a changé beaucoup de choses.
pour les, pas trop pour les sociétés de services voilà, où c'était une trajectoire, hein, comme je l'ai déjà dit. Par contre, pour les sociétés qui ont dû faire face rapidement à un certain nombre de choses, donc de gauche à droite, le coronavirus un petit peu partout, avec le corollaire qui arrivait rapidement, le fait de dire effectivement, on va rester chez soi. D'où le télétravail, qui est la dernière étape, avec le besoin de pouvoir quand même travailler ensemble, hein, parce que du télétravail tout seul, ça reste compliqué. Et là, Satya Nadella, donc président de Microsoft, hein, je pense que tout le monde le sait, il a très très bien résumé la situation en une phrase, en fait, que tous les plans projets qui avaient pu être établis, où effectivement on se projetait sur plusieurs années, c'était 2 ou 3 ans, et il a fallu les mener, alors pas forcément tout, c'est aussi le retour qu'on veut faire aujourd'hui, mais qu'il a fallu accélérer beaucoup de choses, et des choses que pour un tas de raisons sur lesquelles on reviendra, on laissait un petit peu de côté, et il a fallu les traiter super rapidement. Et que tout a dû, les normes ont dû se transformer pour évoluer sur un nouveau modèle et pouvoir continuer à assurer quand même un tissu, de travail qui fasse que nos économies elles tiennent quand même un petit peu le choc. Donc, quels enjeux on a pu rencontrer dedans? On a toujours à peu près trouvé le même schéma chez les clients. Alors, on a la chance, comme beaucoup d'autres, hein, je pense, je ne sais pas si le terme chance est heureux, mais de dire en ces situations compliquées, des clients ont voulu se transformer, étant sur les sujets beaucoup d'accompagnement à la transformation, transformation digitale, même si le terme est un peu galvaudé, mais voilà, ça reste bien l'idée. En fait, ayant la chance d'être sur le sujet, d'avoir travaillé un petit peu avant, il y a beaucoup de clients qui se sont tournés vers nous, et à chaque fois, ça a été à peu près la même chose. La première phase, hein, collaborer, première vague, moi j'appelais ça des vagues après. Donc de dire l'urgence, c'est que les gens puissent continuer à travailler et je pense que vous le savez comme moi ou peut-être même beaucoup mieux que moi, il y a une grosse partie de notre travail maintenant qui tourne à la collaboration au sens au dialogue avec des clients, avec des collègues, avec des fournisseurs, avec des partenaires, etc. Voilà, un des gros sujets. Et puis, ce qu'on a vu après, une fois que le sujet est réglé, c'est de dire, bon, ok, on a de quoi collaborer, peut-être avec des devices qui étaient... on a fait un petit peu comme on peut pour mettre les environnements, mais bon, les collaborateurs, est-ce que finalement, les environnements auxquels ils accèdent à partir desquels ils accèdent à l'environnement collaboratif, est-ce que c'est bien secure, etc. Donc voilà, des choses à adresser de ce côté-là pour se conformer aussi à un certain nombre de recommandations ou de réglementations. Et puis la troisième étape, alors on commence à rentrer dedans, c'est un peu l'effet post-confinement et qui sera vraiment durable, qui était représenté, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon schéma, c'était la ligne travail sur les applications qui était un fondamental. On ne va pas sur le modern workplace ou le future workplace sans travailler les applications, qui va commencer à apparaître effectivement. Donc les 2 premières vagues, collaborer, manager, on est plus dans l'amélioration de certaines choses qui existaient déjà ou qui étaient pressenties. Par contre, dans la modernisation, notamment des applications, on rentre vraiment dans des sujets de transformation. Et je vais laisser Morgane parler du premier sujet qui constitue la vague 1, collaborer. Alors, le Modern Workplace, donc la solution ultime au télétravail. Pourquoi? Parce que le télétravail, en fait, quand on a vu notamment avec la crise du Covid, qui est un très bon exemple, ce qu'on a pu observer, c'est que travailler de chez soi, c'est bien, mais si on n'a pas d'accès à distance à son environnement de travail, on ne peut pas travailler. Si on n'a pas de connexion Internet, c'est le même problème. Si on n'a pas les équipements permettant de transporter son environnement, comme des PC, comme des casques, etc., on ne va pas pouvoir non plus collaborer facilement avec ses collaborateurs. Mais on ne va pas pouvoir non plus vraiment réaliser des travaux vraiment individuels. De l'autre côté, si on n'a pas d'outils permettant d'échanger avec ses collègues ou de faire perdurer les réunions, on risque de tomber pareil donc vraiment dans des silos en fait, comme on pouvait le voir avant, comme des modes de travail assez standards et assez, j'ai envie de dire, vieillots aujourd'hui et qui ne correspondent plus à la norme. Donc le problème, c'est que le télétravail derrière n'est ni efficace ni efficient. Donc aujourd'hui, ça nécessite forcément la mise en place d'outils performants et adaptés à ce nouveau mode de travail en proposant un confort d'utilisation optimal. Et c'est ce par quoi va répondre le Modern Workplace, notamment avec Teams.
Donc, le Modern Workplace, oui, mais pas sans accompagnement au changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'accompagnement au changement va permettre aux utilisateurs justement d'adhérer au projet, mais aussi de se sentir soutenus. Donc, pour le faire, donc, on a vraiment une stratégie, on a vraiment une démarche en fait qui va se mettre en place. Donc, on va passer vraiment, donc, avant même de déployer normalement un outil, on va passer par la partie cadrée. Cadrée, questionner, donc ça va être quel est l'existant, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, quel est l'écart, comment on va faire. Et donc, tout ça, en fait, on va y répondre notamment en menant des interviews, donc des interviews ou des ateliers qui vont être avec les métiers. Parce que parfois, l'IT qui va être donc décisionnaire sur les outils à mettre en place ne sont pas forcément en accord avec ce que les métiers attendent vraiment. Donc, le change va déjà commencer à rentrer en place à ce niveau-là. Derrière, on va avoir toute la partie se préparer, fédérer, où là, on va commencer à communiquer, à expliquer pourquoi on change, ça va également permettre de rassurer en fait les utilisateurs derrière, de répondre à leurs éventuelles questions et de co-construire ensemble. Donc, je parle de ça parce que généralement, tout à l'heure, on disait justement qu'il pouvait y avoir des résistances au changement. Ces résistances au changement et ces éventuels freins, on va pouvoir les identifier quand on va questionner justement les utilisateurs. Et ça va nous permettre en fait d'en faire devenir des leviers de motivation. Derrière ça, on va pouvoir les accompagner en communiquant, en ayant donc du management, en formant, en coachant. Donc ça va être soit uniquement, donc on va dire un peu les VIP, la direction, ou alors ça va être une certaine communauté de l'entreprise ou du groupe qui va être autour, par exemple, de personnes métiers qui vont être identifiées. Donc admettons une cinquantaine de personnes qui vont être un peu des ambassadeurs projets. Donc tout ça va passer donc par le biais d'un pilote qui, eux, vont permettre justement donc de tester tout ce stratagème qu'on a mis en place et de pouvoir après, derrière, aller donc le corriger et le renforcer si jamais donc il ne convient pas ou qu'il n'est pas en adéquation. Donc, derrière ça, on va pouvoir les stabiliser. Donc, stabiliser, ça va être de capitaliser, d'évoluer et d'augmenter et de faire aimer l'outil. Donc, toute cette partie-là et toute cette stratégie d'accompagnement au changement, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en dehors des situations d'urgence. C'est ce qu'on va faire en temps normal. Par contre, malheureusement, avec le Covid, donc Hervé, voilà, merci. Dans l'urgence, malheureusement, on n'a pas pu faire toutes ces phases-là parce que toutes ces phases-là, ça peut nécessiter, on va dire, allez, entre 3 mois à 2 ans ou 3 ans de projet. Là, on est parti sur des projets qui allaient durer allez, 3 semaines à tout casser. Donc, c'est vraiment un laps de temps très, très court pour nous permettre de mettre tout ça en place. Donc, généralement, comment ça s'est passé dans l'urgence, donc ce qu'on a vu, c'était vraiment on allait faire un atelier permettant de comprendre l'existant, donc vraiment de façon très succincte avec les outils déjà en place. Est-ce qu'ils ont déjà du Skype, par exemple? Est-ce qu'ils ont déjà des outils collaboratifs en place ou non? Quels sont les modes de travail actuels? On va faire un atelier de gouvernance. Donc, gouvernance, ça va être de savoir, par exemple, quelles fonctionnalités on va ouvrir aux utilisateurs et lesquelles on ne va pas ouvrir, de la même façon par rapport aux applications. Donc là, c'était principalement axé sur la partie communication de Teams, donc tout ce qui est réunion et tout ce qui va être chat instantané. Et derrière, on a fait un plan d'accompagnement au changement vraiment super light, avec généralement, si on avait le temps, un mail de communication d'annonce qui arrivait, allez, une semaine avant le déploiement, un guide pédagogique ou un triptyque et des sessions de formation à distance. Le problème, c'est que tout ça, c'est pareil. Ça, c'était dans l'idéal si on avait 3 semaines pour le faire. La majorité du temps, on n'a presque pas fait de mail de communication ou alors la veille pour le lendemain. Donc, c'est des choses vraiment où l'urgence, là, a eu aussi des impacts sur le plan d'accompagnement au changement, mais aussi, du coup, sur la mise en place de tous ces outils. Alors que normalement, donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les points clés afin de garantir l'adoption, ça va être vraiment de cadrer, donc d'établir le bon diagnostic et de contextualiser la démarche. Donc, ça va être vraiment propre au secteur d'activité, aux clients qu'on va avoir en face de nous. De préparer, donc de définir l'identité et les éléments marketing, donc de communiquer sur le projet. Derrière, de pouvoir accompagner, donc en mettant en place les outils et en déroulant tout le plan de formation. Donc là, ça va être de balancer petit à petit, jamais tout en même temps, tout ce qui va être donc support pédagogique, tout ce qui va être formation, de façon à ce que l'utilisateur soit de plus en plus accompagné, qu'il ne se sente pas délaissé, mais aussi pour ne pas être submergé d'outils pédagogiques et donc d'en laisser certains passer à travers. Et derrière, normalement, on consolide et on stabilise, donc en mesurant l'adoption et en corrigeant si besoin. Donc, on voit bien qu'il y a eu quand même une urgence qui n'a pas permis justement d'avoir tous les points clés afin de garantir donc l'adoption au projet.
Donc, du coup, du fait qu'on n'ait pas pu donc, mettre en place toutes ces bonnes pratiques, qu'on n'ait pas pu donc, avoir le temps de créer des projets, on a rencontré beaucoup de problèmes. Donc, des compétences qui vont être disparates en termes de compétences technologiques, hein, ou en termes de compétences sur les outils. Certains avaient déjà, par exemple, utilisé Teams, d'autres non. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, les sessions de formation, elles vont être plus ou moins adaptées aux personnes en face. On va avoir un équipement aussi qui n'était pas adapté. J'ai eu des cas chez des clients où ils étaient en télétravail, ouverture de l'outil Teams, et derrière, aucun casque, donc aucun moyen d'entendre correctement ou alors avec des échos. Parfois, certains n'avaient même pas de micro, d'autres n'avaient même pas, par exemple, de PC portable ou de tablette pour pouvoir, ou de même de l'outil Teams, en fait, pour pouvoir rejoindre correctement la réunion, ou de pont audio de conférence pour pouvoir rejoindre avec au moins le téléphone. Donc, tout ça, c'est plein de choses, en fait, qui ont fait que ça nous a fait prendre beaucoup de risques, en fait, dans l'adoption du projet. D'autre part, on avait aussi les licences qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser l'outil. On s'est retrouvé avec des personnes dans les formations qui n'avaient pas encore reçu leur licence. Parce que, entre faire le bon choix des bonnes licences, donc des bons niveaux de licence, et le temps de latence entre la commande et la possibilité de l'utiliser, c'est essentiel à prendre en compte dans un projet. Chose qu'on n'avait pas forcément le temps de prendre en compte ou le temps de penser. Le poste de travail, donc forcément, qui est non adapté, hein, qui en revient à l'équipement qui n'est pas adapté. Le déploiement de Teams qui est mal maîtrisé. Donc là, pareil, des personnes qui avaient les licences, d'autres qui ne les avaient pas. Des personnes qui avaient des fonctionnalités ouvertes, d'autres qui ne les avaient pas encore. Des PC pas forcément mis à jour avec les bonnes montées de version, etc. Donc, de former les users sur l'outil, à travers l'outil, c'est aussi quelque chose qui était très compliqué parce qu'avec tous ces problèmes que je vous ai cités en amont, quand on se retrouvait donc en session de formation et qu'on n'a pas vraiment connaissance en fait de l'environnement de travail sur lesquels ils sont, et derrière, en fait, ça peut être très, très, très compliqué de pouvoir les former, de pouvoir les aider en étant à distance sur l'outil qu'ils ne connaissaient pas. Donc, leur faire trouver, par exemple, où est l'activation du micro, où est-ce que ça se trouve la gestion des périphériques audio. C'est des choses qui nous ont pu prendre, par exemple, une demi-heure à 3/4 d'heure sur une session de formation de 2 heures, donc qui est énorme. Ou des personnes qui n'avaient pas le pointeur, qui ne voyaient pas le partage d'écran, qui n'avaient pas de licence, donc qui étaient connectées avec des comptes invités, donc du coup, des fonctionnalités beaucoup plus réduites. Donc, on a eu beaucoup de problèmes en fait à ce niveau-là, notamment pour former les utilisateurs. Donc derrière, vous imaginez bien que l'adoption, elle n'est pas forcément à son maximum. On n'avait pas une réelle gouvernance non plus, puisque donc pas le temps, forcément. On avait un nombre important aussi de clients en simultané. Donc, c'était aussi assez compliqué de pouvoir tout gérer, hein. En tant que consultant, ce n'est pas non plus l'idéal pour pouvoir gérer correctement ses clients et de prendre le temps de pouvoir tout gérer en même temps quand tout le monde arrive et dit voilà, moi je suis dans l'urgence, j'ai besoin de ça pour mardi alors qu'on est lundi. Voilà, donc ça reste des choses très compliquées et très difficiles à gérer, tant d'un point de vue utilisateur que d'un point de vue client, que d'un point de vue prestataire. Et derrière, on avait donc l'ouverture du service aussi sans formation. Donc ça, c'est des clients qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, on a installé Teams pour le côté chat et réunion parce que nous, on n'avait aucun moyen de communication à distance. Sauf que le problème, c'est que les utilisateurs, ils n'y arrivent pas, ils sont perdus. OK, donc là, c'est tout reprendre. Déjà, généralement, on s'aperçoit que la gouvernance n'a pas été menée, que ça ne correspond pas forcément à leurs attentes. Donc derrière, on a eu des gros soucis à ce niveau-là et de pouvoir en fait tout reprendre derrière alors que les personnes l'ont déjà utilisé. Les personnes, du coup, en face de nous vont avoir vraiment un sentiment de rejet automatique. Et donc, du coup, on aura beaucoup plus de mal à les amener sur l'outil et à les faire adhérer. De la même façon, donc là, je vous ai parlé vraiment des problèmes rencontrés donc au moment du projet, mais aussi donc du fait qu'on était dans l'urgence, on a aussi mis de côté des choses qui sont essentielles en temps normal dans un projet. Donc, par exemple, l'aspect collaboratif de Teams nécessite un fort accompagnement au changement. Donc ça, on a privilégié, donc on s'est dit que c'était pas prioritaire, donc on a privilégié de l'enlever. Donc on allait se concentrer uniquement sur la partie vraiment chat et réunion. Derrière, une réelle écoute des métiers et des users donc avant sa mise en place par le biais d'ateliers, donc de connaître vraiment leurs attentes et leurs besoins. Ça, on n'a pas pu le faire. On se basait uniquement sur ce que les métiers et l'équipe projet pouvaient nous dire, donc ce n'est pas forcément ce qui est réel. Des équipements, donc les équipements disponibles, de savoir qu'est-ce qu'ils avaient vraiment en face, est-ce qu'ils avaient la possibilité ou non en fait d'être à même en fait de recevoir l'outil. Une gouvernance mal maîtrisée, avec des décisions prises dans l'urgence et sans participation des utilisateurs. Donc c'est pareil, ça crée également des problèmes au niveau du projet. Les appétences technologiques qui n'étaient pas prises en compte, donc avec des formations qui étaient vraiment standardisées et pas personnalisées. Et donc le côté donc mesurer la satisfaction et l'adoption au projet et à l'outil. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis vraiment de côté.
Donc aujourd'hui, le but est de rattraper un peu tout ça. Donc l'enjeu actuel, c'est vraiment de rattraper les problèmes identifiés dans l'urgence, de pouvoir les traiter et de développer l'usage de Teams aussi avec l'aspect collaboratif. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients, déjà aujourd'hui, en ayant utilisé et en ayant eu quand même une adoption en fait à l'outil, hein, donc, le fait, voilà, d'être aussi en confinement et de pas avoir le choix de communiquer à distance avec ses collègues et cetera, ça facilite et ça oblige quand même les personnes à aller sur des solutions digitales qui vont être donc ça force en fait les utilisateurs, même les moins appétents technologiquement parlant, à aller sur l'outil. Donc ça, en fait, ça nous a permis de leur faire adhérer à Teams et derrière, donc on voit que la majorité des clients partent maintenant sur l'aspect collaboratif avec l'ouverture aux équipes. Et parce que le télétravail, il ne peut pas se faire sans communication, mais il ne peut pas non plus perdurer sans outils collaboratifs. Donc ça, que ce soit du Teams, que ce soit du Power Apps, que ce soit du Forms, du OneDrive, peu importe. Et cette fois, donc en respectant vraiment la démarche d'accompagnement au changement. Donc en ayant toutes les bonnes pratiques de prise en compte et en ayant donc toute la démarche que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, et ça, par le biais d'une démarche d'accompagnement au changement, mais on va également avoir donc une gouvernance qui va être concrète et qui est essentielle au bon déroulement du projet. Donc, en définissant les besoins d'accès à l'information et les besoins de confidentialité, parce qu'on ne met pas n'importe quel document, par exemple, dans une équipe Teams. Je parle là, par exemple, de documents business, de documents juridiques. Donc là, ça va être également de définir ça, d'avoir une stratégie, une matrice des usages, vers quel outil on se tourne, de définir le cycle de vie également d'une équipe, avec notamment les droits de création d'équipe. Qui a le droit de créer une équipe? Est-ce que ça va être du self-service? Est-ce que donc tout le monde va pouvoir le faire? Ou est-ce que ça va être par le biais d'un formulaire, donc de l'approbation? Quelle va être sa durée de vie? Comment va se passer l'archivage des équipes? Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment essentielles et qui doivent être en fait déterminées avant même le lancement du produit. On devra par derrière donc déterminer qui pourra ajouter des membres, créer des canaux, des onglets, quelles applications également vont être autorisées donc à être ajoutées dans l'équipe, donc que ce soit des applications Microsoft ou des applications tierces qui sont tout aussi importantes pour certaines entreprises. Est-ce qu'on utilise ou non le mode invité, donc le côté externe, est-ce qu'on ouvre à l'externe? Et le côté également structurer les teams. Donc là, ça va être vraiment de définir combien de propriétaires on va avoir besoin dans une équipe pour s'assurer que Teams fonctionne correctement, qui va s'occuper d'analyser les équipes et de vérifier qu'elles sont bien toutes actives et toutes utiles, qu'il n'y a pas de doublons aussi, parce que ça peut arriver quand on a une mauvaise gestion après derrière de toute la partie gouvernance en fait de Teams. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont essentielles. Je vais laisser du coup Hervé reprendre la parole. Et donc, parce qu'une fois que Morgane et ses camarades ont bien travaillé et accompagné les clients, et même souvent en parallèle, hein, comme disait Morgane, il faut avoir Teams, il faut avoir la bonne version de Teams. Parfois, on a eu des cas chez des clients où en fait Teams était accessible au travers de Citrix, et donc c'était pas Teams qui était directement à mettre à jour, mais c'était le client Citrix qu'il fallait gérer sur les devices. Et des devices, ça peut être les devices d'entreprise, ça peut être les devices perso. On a effectivement vu la deuxième vague qui était de dire il va falloir un peu s'occuper de comment on fournit l'environnement collaboratif aux clients. Donc, il y a eu là, les infographies vous représentent un petit peu le boom de Teams, ça tout le monde connaît, ça a été extrêmement rapide. Il y a un certain nombre de clients en entreprise, on les appelait souvent les nomades, hein. En gros, le nomade, c'est la personne donc, qui faisait déjà un petit peu souvent du télétravail de manière assez occasionnelle, aller un jour par semaine, voire 2 jours. Souvent, cette personne nomade, on lui fournissait un laptop pour qu'elle puisse travailler de chez elle. Et souvent, c'est associé à un VPN. Enfin, on restait dans des choses assez classiques pour accéder. Alors, bien sûr, pour accéder à du Office 365, on reste quand même sur Internet, mais il y a un certain nombre d'applications, effectivement, qui passaient par le canal VPN et voir aussi des clients qui choisissaient hein, pour des raisons de sécurité, valables ou pas, ça a été un des sujets de discussion, mais de faire passer tous les flux par l'entreprise, dont les flux Teams, et rapidement, on s'est retrouvé à quoi? C'est que effectivement, la deuxième infographie, le VPN s'est mis à surchauffer, s'il n'était pas prévu pour faire passer tous ces flux. L'autre sujet, c'est de se dire, il y a ceux qui sont équipés d'un laptop,
Mais il n'y a pas que ces personnes-là, et pour les autres, on fait comment? Donc le sujet qui a déjà été abordé par Morgane, ben on va se retourner sur, à titre personnel, on a tous plus ou moins des devices, ça peut être du PC, ça peut être du Mac, ou des environnements aussi qui n'étaient pas forcément considérés de manière professionnelle avant, de l'iPad Pro, alors, ou de la tablette Android, elle n'est pas citée, mais évidemment. Le smartphone, bon, sachant que le smartphone, on peut être pour la partie téléphonique dont parlait Morgane, après, pour une partie plus collaborative, c'est un peu plus compliqué. Et tout ça pouvait donner l'environnement. Il s'avère aussi que il y a quelque chose qui a rattrapé, c'est pas tout d'avoir l'environnement, c'est ma dernière infographie, il y a un certain nombre de recommandations de sécurité. Donc là, c'est les recommandations, j'ai remis le lien, après vous l'aurez de l'État sur le site cybermalveillance. Forcément, dans la plupart dans tous les grands comptes et dans un certain nombre d'entreprises, il y a eu aussi des recommandations en termes de sécurité pour dire, bah, écoute, si tu utilises ton device personnel, on aimerait bien qu'il soit à jour, on aimerait bien que voilà, il y ait pas de, il y ait un antivirus et des choses comme ça sur ta machine. Comme entre on aimerait bien et puis on voudrait un petit peu être sûr de maîtriser l'environnement de travail, même en biode, on s'est tourné vers d'autres solutions. Donc, des utilisateurs nomades avec le device d'entreprise, en général, il y avait des solutions pour le manager. C'est celle qu'on connaît, que connaissent beaucoup. Alors, ça s'appelait SCCM, maintenant ça s'appelle MEMCM, Microsoft Endpoint Manager, Configuration Manager. Plus du système center directement, enfin, on appellera toujours un peu SSM ou Landesk, enfin, des solutions assez classiques. Voilà, c'était dire quand j'ai du VPN, ça va bien. Quand j'ai pas de VPN, les solutions vers lesquelles on va se retourner, effectivement, c'est ce qu'on appelle des solutions de MDM ou maintenant d'UM, parce qu'MDM fait très mobile. Voilà, de tablette ou smartphone. En fait, l'UM, donc Unified Endpoint Management, fait qu'on on gère, on gère du Windows, on gère du Mac comme on gérait n'importe quel device mobile. Donc nous, il y a eu une grosse demande effectivement de dire, j'avais par exemple du SCCM, enfin du Configuration Manager, donc maintenant c'est la même licence, c'est l'intérêt de cette suite Endpoint Manager là. Finalement j'ai aussi Intune dans l'eau, enfin je l'ai déjà payé, je l'avais pas mis en œuvre parce que ça rentrait toujours dans le cadre du schéma que je vous montrais au début. Voilà, c'était dans le cadre de la transformation sur la partie management. Là, dans l'urgence, on va déployer, donc enrôler des devices. C'est pas une chose triviale non plus. Ça demande un certain nombre d'accompagnement au changement et on rencontre sur ces projets-là exactement les mêmes écueils, les mêmes pas incohérence, mais le fait de travailler dans l'urgence et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire en termes d'accompagnement au changement. Il y a une partie sécurité pour détection des menaces, donc ça c'est pareil, c'était dans les licences que pouvaient avoir les utilisateurs, mais qui n'utilisaient pas forcément, qui rentraient dans des plans. Là, on les a adoptés assez rapidement, donc avec tout ce qu'on appelle solution ATP. Puis ensuite, pour dire, c'est bien, là, j'ai adressé la mise à jour des devices. Donc, je suis capable de dire, tu as ton client, tu as Teams qui est sur la machine avec la version qui va bien, ou tu as le client Citrix qui te permet de rebondir sur l'environnement Teams qui va bien. Et puis, c'est aussi dire, mais attends, derrière où on s'appuyait avant sur des choses très traditionnelles, là, je suis beaucoup connecté sur Internet. Avant, dans l'entreprise, j'avais le VPN, donc c'est pour ça que je faisais du force tunneling pour passer tous les canaux et puis dire comme ça, je suis très sécure, etc. Puis j'avais mon firewall et puis je sécurisais l'entrée dans l'entreprise avec des badges. Donc de l'endroit où je me connectais, on était sûr que c'était quelqu'un de l'entreprise, que a priori c'était moi parce qu'on m'avait vu, etc. Et que ma machine a été bien conforme parce que j'avais eu mes stratégies système à EKD et tout. Et travaillant en mode beaucoup plus éclaté et souvent directement sur Internet, ce schéma-là, il ne s'applique plus. Et donc, toujours avec les licences, l'idée c'était de faire avec les licences, souvent qui avaient déjà les clients, mais des produits qui n'étaient pas utilisés. Côté Azure Active Directory, ça a été être sûr, garantir l'identité. Voilà, ça paraît trivial quand on accède à son entreprise, qu'on rentre avec son badge et on est sûr que c'est soi-même qui va se connecter sur sa machine. À distance, rien n'est moins sûr que ce soit la bonne personne qui se connecte avec l'identifiant. Pour en être sûr, il y a des choses à faire et notamment c'est le travail d'Azure AD avec des choses comme l'accès conditionnel, le multifactor authentication pour garantir, vraiment ça se contourne
un petit peu, mais d'avoir quand même des niveaux de contrôle très très fins. Et puis pour les prestataires, quelque chose qui est PIM, donc c'est le fait effectivement de dire, il y a, ça touche moins l'utilisateur final, mais nous, il y a on a beaucoup de collaborateurs métis qui intervenaient chez des clients dans le cadre de maintien en conditions opérationnelles. Donc il n'y a pas, hein, l'infra, c'est pas parce que d'un seul coup on n'est plus dans les locaux de l'entreprise qu'il ne faut pas continuer à la maintenir à jour. Donc on a demandé effectivement à nos collaborateurs de faire des opérations, mais pareil, à distance, c'est ce qu'on est sûr que les bonnes personnes, parce qu'il y a des droits élevés sur les infras, et en mettant en œuvre des mécanismes de type PIM, on va par exemple dire, telle personne, elle est administrateur que sur un temps donné, enfin ce compte qu'on lui donne n'est administrateur que sur un temps donné, sur un périmètre donné, etc. Donc ça sécurise énormément les opérations distantes. Puis bon, la partie IP qui est plus sur du contrôle d'information, mais là, il y a des clients qui ont abordé un petit peu le sujet. On a botté un petit peu en touche en disant que ça demandait quand même un certain niveau de maturité. Donc, je vais volontairement vite parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais mettre du label sur des documents, des confidentiels de manière soit par l'utilisateur directement, soit de manière automatique. Bon, ça, effectivement, voilà, il y a tout un tas d'ateliers à mener, comme on a parlé Morgane. Il y a tout un accompagnement, une maturité qui est nécessaire, et le faire dans l'urgence, d'expérience, ça nous paraissait beaucoup, beaucoup trop risqué. Donc, les écueils, effectivement, c'est que une montée en compétences rapide sur ces technologies est délicate. L'IT, c'est pas comme Teams qu'on peut utiliser plus ou moins toujours et se dire c'est convivial. Même si Intune, c'est beaucoup plus simple que du MCC, du Configuration Manager, que la console Configuration Manager, il n'empêche qu'il y a quand même des choses à expliquer et que c'est pas évident. C'est pas évident pour le client d'absorber tout ça, d'être en même temps dans le design, dans le build et puis dans le run en mode turbo. Donc on a essayé au maximum, c'était vraiment un travail de co-construction donc toujours à distance, parce que les collabs n'étaient pas dans les locaux. Donc ils travaillaient vraiment main dans la main dans le mode on est tous dans la même galère pour co-construire la solution et de fournir l'expertise aux clients en même temps qu'on construisait, qu'on designait, qu'on construisait la solution. Un sujet aussi important, c'est dans le cadre de la transformation, sur le schéma initial, souvent j'insistais en disant attention, le Modern Workplace, c'est pas qu'un changement d'outil, c'est un mindset complètement différent. C'est-à-dire que où on réfléchissait VPN Firewall, maintenant on va réfléchir identité et données. Et c'est ça qui va vraiment être au cœur. Pareil, où je me disais avant, attends, j'ai un besoin d'inventaire, des machines, est-ce que ça a encore un sens après la réactivité, j'ai besoin de télédistribuer, je veux être sûr qu'en 5 minutes, mon logiciel soit arrivé au fin fond de mon site, je ne sais où. Et là, on est sur des temps de réactivité qui sont complètement différents. Donc voilà, il y a vraiment il faut vraiment penser, comme le disait notre cher ami Steve Jobs, malheureusement, il y a vraiment une façon différente et ce sujet-là n'est pas facile à passer en mode accéléré. La vague 3, c'est ce qu'on commence à voir apparaître. Donc là, je voulais illustrer avec un petit sondage. Donc il y a beaucoup de choses dans le sondage à droite. Vous pourrez le revoir dans la vidéo en zoomant un petit peu. Ce qui va nous intéresser, donc en haut, c'est la partie c'est les avantages du télétravail. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie en bas. C'est plutôt qu'est-ce qui vous a les inconvénients, qu'est-ce qui vous a manqué. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui est apparu, la demande en premier, et au total des citations, c'est ne pas disposer de tous les outils de travail. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est OK, j'ai fourni l'environnement collaboratif, ça couvre 80% des cas de la journée, etc. C'est un truc super important. Comme l'a dit Morgane, on ne peut pas faire ça. C'est obligé. Après, on a sécurisé les devices et tout, mais ensuite vient le sujet de dire, voilà, ces applications qui me restent et qui sont potentiellement critiques pour le business à un moment ou à un autre, de l'alias fiscal, je ne sais quoi encore, etc., il va falloir que je les fournisse. Et après le déconfinement, maintenant, voilà, il est arrivé. Le télétravail reste la norme pour le moment, et très honnêtement, il restera pour tout état de raisons qui sont évoquées dans le sujet du haut. Il suffit de suivre l'actualité pour s'en rendre compte. Et aussi parce que des crises sanitaires, des grèves, des choses comme ça, de toute façon, ça reviendra. Et ça va devenir de facto, l'avenir le dira, mais ça deviendra de facto une norme. Donc, c'est travailler effectivement à porter un certain nombre d'applications qui passent à l'heure actuelle, par exemple, par le VPN. Donc, de les apporter en mode, entre guillemets, télétravail, et si possible,
en ayant une cohérence avec les outils que les utilisateurs vont utiliser le plus souvent, et notamment les outils collaboratifs Office 365. Donc là, comment on satisfait aux nouvelles façons de travailler? Donc on en a vu plusieurs, hein, c'est des sujets qu'on a commencé à travailler avec le client, des sujets plus ou moins à longue échéance, des sujets plus ou moins à courte échéance. Donc je vais aller du plus lent vers le plus rapide ou le plus agile. Donc le move to cloud de workload critique, voilà, où je passais par un VPN, de dire comment je vais emporter ça vers Azure, toujours peut-être en passant par un VPN, mais avec des solutions différentes. Porter des applications aussi, donc directement là, c'est plus le workload en globalité, mais une application qu'on utilisait par exemple en interne vers de nouveaux modes de consommation, donc des applications store mobile, du SaaS pour les consommer en mode web, et puis quelque chose qu'on voit apparaître beaucoup, une forte demande qui est apparue aussi pendant la crise, de déléguer au métier le fait de créer les applications. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, on a des développeurs dans l'entreprise qui sont super occupés parce qu'il y a y a les deux premiers sujets de transformation que je viens de vous évoquer. Il y a le fait de Windows 10 qui introduit dans l'évolution continue des tests assez récurrents de non-régression, etc. Donc, on se dit, pour un certain nombre d'usages métiers où avant, on travaillait avec les métiers pour finalement juste faire la partie développement et répondre avec leurs besoins, on va leur déléguer ça. Donc, c'est avec les approches dont on a déjà beaucoup parlé au sein de la communauté, hein, les approches low-code, no-code, adressées chez Microsoft par la Power Platform. Le gros avantage de ce sujet-là, c'est que ça s'intègre effectivement naturellement dans Teams. Donc les enjeux et risques, parce que là quand on commence à dire ça, c'est effectivement Power Platform, c'est un peu l'ubérisation du développement d'applications, ce qu'on appelle le citizen developer, donc tout le monde est un développeur. Donc ça, c'est le bon côté des choses. C'est le bon côté des choses de toute façon. Et par contre, ce qu'on voit apparaître un petit peu en face, c'est la DSI qui se dit, oh là là, moi je veux bien déléguer une partie aussi parce que ça, enfin la DSI ou AMOA ou les études ou les devs ou les métiers, peu importe comment ils appellent l'entreprise, qui se disent c'est effectivement une bonne chose, mais faut pas non plus qu'ils fassent n'importe quoi, pas en termes de développement, mais en termes de méthode, en termes de cycle, en termes de tout un tas de choses. Et donc, il faut que je puisse quand même garder un rôle de conseil et de pilotage. C'est pour ça que souvent on en a dit, c'est un message, je pense qu'on a répété que Miguel, après, je pense aussi martèlera encore plus que nous, la gouvernance, ce n'est pas une option, c'est vraiment une obligation. En conclusion, je vais passer la main à Morgane sur ce slide-là. Alors, il est impératif du coup de faire... Ah, j'entends un écho. Attends, je vais couper mon micro. Alors du coup, voilà, donc il est impératif de faire un bilan donc, de ces dernières semaines et d'identifier donc ce qu'on a fait et qui a bien marché, ce qu'on a fait et qui n'a pas bien marché, hein, et ce qu'on aurait dû faire aussi pour que cela marche, parce que donc voilà, on parlait également, donc tout à l'heure je vous parlais notamment du fait que les clients étaient dans l'urgence, mais peut-être que nous aussi, voilà, on n'a pas forcément eu les bonnes techniques ou les bonnes méthodes employées du moins pendant cette situation d'urgence, parce qu'on n'a pas l'habitude non plus de travailler autant dans l'urgence. Ce qu'on a volontairement laissé de côté parce que trop long à implémenter ou non prioritaire et qu'il faut maintenant intégrer, donc notamment comme la partie Teams collaborative dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc les points d'achoppement et les problématiques que l'on n'a pas vues dans l'urgence et y apporter donc, des solutions concrètes. Donc ouais, comme disait Morgane, hein, c'est vraiment un double bilan, c'est-à-dire qu'il y a le bilan côté, et on le fait ensemble, le bilan côté client et le bilan côté prestataire. Parce que chacun a son point de vue et chacun va apporter à l'autre. Enfin, ce travail dans l'urgence, c'est extrêmement, enfin tu me contrediras pas Morgane, hein, est super valorisant et pour le client et pour nous. Oui, oui, tout à fait. Pour terminer, évoluer. Donc voilà le sujet aussi qui était dans le parcours de transformation. On disait l'évolution continue, ouais, mais finalement évoluer, pourquoi faire, à quel rythme. Bon, on n'a pas trop le choix. Souvent c'était ça, c'était dire bon, ok, on n'a pas trop le choix, c'est le marché qui nous dicte des choses. Maintenant, on a vu qu'il n'y a pas que le marché, il y a des situations qui nous échappent, donc des crises sanitaires. Donc évoluer, c'est quoi? C'est s'adapter, c'est imaginer, c'est transformer, c'est accompagner. Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Donc ça, c'est trouvé sur Facebook, Complot Facile. Il y en a plein, je pense, qui connaissent. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi, mais voilà, ça illustre bien le sujet. C'est dire, voilà, si ne pas évoluer, c'est prendre aussi. Alors, c'est pas la stratégie de faire peur absolument, voilà, parce que souvent on nous dit, ouais, mais c'est un peu en faisant peur qu'on vend les technos, etc. Non, ce qu'a montré aussi cette crise, c'est que ne pas s'adapter, c'était risquer la disparition.
Donc, écoutez, merci, on en a terminé dans les temps. Je ne sais pas si Merci à vous. tu veux les... Non, questions-réponses, peut-être à Oui, part. oui, si. Normalement, on a toujours une petite série de questions-réponses. Il faut juste que les timides se lâchent. Et puis tu gères le temps, histoire que ça déborde pas pour Ouais, midi. ouais. Je voudrais pas. Non, mais on peut prendre une ou deux questions si certains d'entre vous veulent ouvrir un micro. C'est le moment. J'ai une question pour vous. Mhm. Pensez-vous que justement, une fois que cette période de Covid sera passée, qu'il puisse y avoir un retour en arrière pour des raisons justement de sécurité, de maîtrise de la donnée, de maîtrise de la localisation de données, ou vous pensez que ce Covid fait complètement non seulement un basculement technologique et de mindset? Alors, déjà, le premier sujet, c'est que je pense que, enfin, ça c'est à titre un peu personnel, mais je pense qu'on n'en a pas fini avec le Covid. Et Mhm. avec le Covid qu'on connaît, avec des Covid qui viendront, enfin, pour avoir vu aussi, ça, c'est un petit peu plus ancien, mais les SRAS, les choses, voilà. Il y a plein de choses qui vont revenir. Donc, de toute façon, voilà, la situation va imposer des choses. Le télétravail est rentré dans les mœurs des collaborateurs et on le voit bien, hein, il y a beaucoup d'attentes et ça va être compliqué aussi pour les entreprises de revenir à un mode plus normal. Alors pour un tas de sujets, il y a des choses qui reviendront, mais non, honnêtement, hein, il y a vraiment eu un choc, pas un choc, je sais pas comment on pourrait dire ça, pas un choc culturel, hein, mais il y a Mhm. vraiment une prise de conscience que le digital, parce que là on parle, on pense surtout aux gens qui font enfin, dans nos métiers où c'est facile de télétravailler. Mais le fait est, c'est de dire, on réfléchit avec certains clients dans l'industrie ou dans un tas de choses, c'est comment, par exemple, alors je focalise pas dessus, mais La Poste qui a connu des grosses difficultés, voilà. Mhm. Comment on peut accompagner après ces métiers-là, donc le métier du first line worker, hein, vraiment pour que le digital puisse les aider à, dans des situations compliquées, rendre le service. Il y a eu de superbes initiatives de ce côté-là et je pense que c'est vraiment quelque chose de pérenne. Ça ne veut pas dire que tout le monde va continuer à télétravailler, mais les initiatives qui sont portées, parce que de toute façon, c'était une cible à 2 ou 3 ans, eh ben, on va le réorienter. Et des choses qu'on martelait, des changements de paradigme au niveau de la sécurité, ben, ils sont beaucoup plus clairs maintenant et les stratégies au moins des grandes entreprises, parce que souvent les PME, elles ont été beaucoup plus agiles pour tout un tas de raisons, parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce qu'elles jouaient aussi leur survie. Elles ont, voilà, le mindset a changé ça sera compliqué de faire retour arrière. D'accord. D'autres Morgane, questions? n'hésite pas hein, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très bien, tu as très bien répondu. Qu'est-ce que vous... moi, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous avez envie de répondre à des clients qui disent, bon, bah, ça y est, on a utilisé Teams pendant 2 mois, on fait des réunions, on maîtrise, on n'a plus besoin d'accompagnement. Ça, c'est pour toi, Morgane. Ouais, tu as un petit peu répondu hein, dans ta Ah, pardon, présentation. est-ce que tu peux répéter la question? Je suis désolée, j'ai pas. La question, c'est qu'est-ce que tu as envie de répondre ou qu'est-ce que tu as envie de dire à des clients qui te disent nos utilisateurs ont fait des réunions Teams pendant 2 mois, donc maintenant ils connaissent Teams, c'est bon. Alors, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'en fait, c'est oui, effectivement, ils connaissent Teams peut-être sur la partie, ils savent lancer un appel audio et ils savent peut-être créer une réunion, effectivement, mais ça ne veut pas dire que que un cas est une généralité. Il y a forcément et généralement les personnes qui s'expriment pas sont généralement les personnes qui sont le plus délaissées et les personnes qui arrivent le moins. Et c'est justement ces personnes-là qu'il faut accompagner et ne jamais oublier de les prendre en compte. Et il y a toujours un besoin d'accompagnement. S'il n'y a pas besoin d'accompagnement, on le sentira au cours des interviews. Mais en tout cas, il faut toujours aller vers les clients, aller vers les utilisateurs et parler au maximum de personnes pour pouvoir voir justement où chaque personne en est et pouvoir identifier justement les différents profils qu'on peut avoir. Et derrière si on parle et si on va plus loin, hein, qu'on passe de la partie donc uniquement communication de team, c'est qu'on va vers du collaboratif. On ne peut absolument pas se dire qu'on n'a pas besoin d'accompagnement parce qu'on a réussi à utiliser la partie communication, puisque la partie collaborative est bien plus complète et que ça nécessite réellement un accompagnement et avoir vraiment un réel, un réel cadre en fait dans lequel travailler et construire tous ensemble en fait pour pouvoir vraiment répondre à toutes les problématiques de tout le monde.
Comme le disait Morgane, hein, comment je vais après gérer les fichiers dedans. Oui. Si j'utilisais du SharePoint, je passe par autre chose. Le OneDrive, où on disait ouais, OneDrive, c'est compliqué, etc. Maintenant, ça, voilà, le OneDrive, il te fait la continuité entre le PC, même s'il n'y en a plus beaucoup, mais le desktop que tu avais laissé dans l'entreprise et puis ton device chez toi, voilà, ça te fait la continuité de l'accès aux documents. Il y a vraiment tout ça et clairement, hein, quand on s'aperçoit que de toute façon, il a fallu faire du rattrapage de formation, comme le disait Morgane, sur la partie relativement simple, qui est le chat, le conversationnel, etc., tu te dis bien que nous, on leur répond, vous imaginez pouvoir d'un seul coup lâcher Miguel reviendra sûrement bien mieux que nous sur le sujet, lâcher le collaboratif comme ça sans que les gens soient... qu'il y ait une gouvernance qui a été mise en place et sans qu'ils aient été formés, ça paraît compliqué. Aussi, pour leur Ouais, dire, c'est nous, ce qu'on s'imagine, c'est que, comme je disais par rapport au Power Apps ou des choses comme ça, quand tu as 80% de gens qui passent, qui sont dans la journée sur Teams, est-ce que finalement, le nouveau shell de travail, ça ne devient pas Teams et Windows. Windows, il sert à quoi ou Mac, hein, enfin, ou iOS ou Android. Est-ce que finalement, voilà, à quoi sert l'OS derrière l'application? Est-ce que c'est pas Teams, le nouvel environnement de travail? Et auquel cas, dans Teams, tu as ton collaboratif. Les applications qui te manquent, il y a quelque chose qui s'appelle application dans Teams. Voilà, donc on va développer les composants qui vont bien, les fameuses Power Apps ou autre chose qui vont venir se greffer dedans. Puis ton gestionnaire de fichiers, après, il est dans Teams. Tu n'as pas besoin d'aller dans ton gestionnaire Windows, quoi. Donc tout ça fait que voilà, ça ne va pas se faire tout seul. On est bien en phase, hein. Vous prêchez. Je me doute. Pas rien convaincu, mais. Ok, très bien. Je pense qu'on va en rester là pour pas trop décaler. J'arrête l'enregistrement du coup. Et puis.